Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir présenter un cas et de représenter la Suisse. Je vais vous présenter effectivement un cas de fuite paravalvulaire après un TAVI chez un patient qui a miraculeusement survécu à son TAVI. On a affaire à un patient de 85 ans qui était connu pour des pontages en 2002 et qui a des coronaires natives qui sont occluses et il vit donc sur ces pontages. Il est en fibrillation auriculaire permanente, traité par rivaroxaban, et à l'ECG, il présente un bloc de branche droit. Et donc, il est hospitalisé, c'était en 2016, pour une insuffisance cardiaque, ou 2015, c'était pour une insuffisance cardiaque décompensée. À l'échocardiographie, on met en évidence une sténose aortique sévère avec une fraction d'éjection limite. On voit au cathétérisme qu'il a une wedge augmentée, une PAP moyenne qui est à 34 mm de mercure et un index cardiaque qui est abaissé. Lorsqu'on fait le CT scan, on voit que son anatomie est clairement favorable à une approche par TAVI transfémoral, périmètre de l'anneau qu'on mesure à 80,5 mm. Et après discussion avec notre heart team, vu que c'est un ridou chez un patient qui vit sur ses pontages, et en plus, en fonction de son âge, on opte pour un TAVI transfémoral et avec une valve de Medtronic, valve qu'on utilise de préférence chez nous. Alors, on fait nos procédures en sédation profonde et anesthésie locale. Dans ce cas-là, on ne pense à ne pas faire de prédilatation. On implante la valve avec un pacing à 100 battements par minute. On a dû recapturer la valve puisqu'elle était un peu positionnée trop haut. Finalement, on a pu obtenir une implantation dans la zone cible qui est de 3 à 5 mm. Pendant la procédure, vu que ça a duré assez longtemps, le déploiement, on a vu une hypotension sévère qui persistait malgré la fin du déploiement de la valve chez ce patient avec une cardiopathie ischémique. Donc on a eu un low flow et on a fini par devoir mettre de l'adrénaline intraventriculaire à l'aide du pigtail parce qu'il ne remontait pas, il avait 30 de pression. Alors, ça va venir à chaque fois, les joies de l'informatique. Mais vous voyez là, en fin de procédure, on n'a même pas enlevé le pigtail parce qu'on savait très bien que c'était très mauvais. On a une régurgitation aortique sévère chez un patient qui nécessitait un soutien d'amine pour tenir. Donc rapidement, on a fait une post-dilatation en urgence avec un ballon nucléus 25 par 40. Je vous assure que la radioprotection à ce moment-là n'était pas du tout au top. Et ça, c'est le résultat après post-dilatation. On est plus ou moins content du résultat et on se dit que la fuite est plutôt discrète à modérée. Il faut savoir qu'on a eu quand même 6 minutes de low flow avant d'avoir vraiment un retour à la circulation normale. Et puis que la post-dilatation a été compliquée d'une rupture du ballon qui n'avait pas été préparée de manière optimale parce qu'on était un petit peu dans le rush. Et quand je demande à l'échocardiographiste comment est la fuite, il me dit « je vois rien, il y a trop d'air ». Je dis « comment ça ?» Donc, on avait un peu d'air dans le ventricule. Donc, le patient n'est pas réveillable, il a des signes d'atteinte du tronc cérébral. Donc là, on est assez pessimiste. On a déjà préparé une petite place dans notre cimetière cérébral. On finit la procédure, on l'envoie au CT scan. Il n'y a pas d'hématome cérébral, il n'y a pas d'embolisation claire. Et donc, on a la chance d'avoir un caisson hyperbare. Alors, on l'envoie au caisson hyperbare pendant 3 heures avec une récupération neurologique finalement complète. Et en l'absence d'autres complications, le patient miraculeusement sort de l'hôpital à J9. L'évolution initiale, à J30, au contrôle qu'on fait habituel, nos échocardiographistes ont une tendance à dire que les fuites sont discrètes à modérées chez beaucoup de patients. Donc, selon leur habitude, on a une fuite discrète à modérée, un gradient moyen à 3,6. Le patient va plus ou moins bien compte tenu de ce qu'il a vécu. Son MMS, qui était à 30 avant, est tombé à 26 parce qu'il est devenu un peu moins bon en maths. Mais à 9 mois, il faut se résoudre à comprendre qu'il a franchement péjoré sa classe fonctionnelle. Maintenant, il a une classe fonctionnelle 3. Il a été hospitalisé à 2 reprises pour une insuffisance cardiaque. Et puis, sur l'écho transthoracique, il considère que la fuite est modérée, ou en tout cas au moins modérée. Donc moi, je le reprends en salle parce que les images ne sont franchement pas exceptionnelles à l'écho. Et puis, je fais un cathétérisme droit-gauche et une petite aortographie qui montre clairement que la fuite est bien là. Et puis, j'essaye comme ça de voir si je passe un guide et puis presque sans faire exprès, le guide passe à travers. Et puis, si on regarde
les mesures, on voit que la wedge qui était à 19 avant la procédure, 9 mois avant, est maintenant à 28, que sa PAP moyenne a aussi monté, est devenue modérément élevée, et puis son analyse cardiaque s'est effondrée, avec aussi, si on devine là, la courbe de T diastolique du ventricule gauche qui est concordante avec la wedge. Alors, avant de le présenter au colloque, je me dis il va quand même falloir avoir plus de concordance sur nos examens. Donc on lui fait un CT scan séquentiel avec des reconstructions dynamiques et on comprend bien que chez ce patient, on a un chunk de calcium, comme disent les Québécois, qui gêne la position de la valve. Et puis, puisqu'on est riche en Suisse, on fait une IRM aussi et on voit donc, le flux en bleu ici, qui est la régurgitation paravalvulaire. Et puis, si on regarde les séquences qui sont sensibles à la vélocité, en fait, on voit qu'il y a une IM, une régurgitation aortique qui est considérée comme, en tout cas, modérée et probablement modérée à sévère. Et donc, si on met le tout ensemble, au scanner, à l'IRM, et au scanner, on arrive à mesurer un pertui qui fait 3,6 fois 5,6. Donc, fermeture percutanée. On n'a pas vraiment envie d'aller lui refaire une valvuloplastie au ballon. De toute façon, on l'a déjà faite. Même si le ballon a explosé, je pense qu'on avait quand même une amélioration. Vous n'avez jamais pensé que la valve aurait peut-être pu être trop petite? Quelle était la taille de la valve par rapport au périmètre? Alors, c'était un périmètre de 80, et puis l'évolute 29 couvre jusqu'à 81,4. Et si on prenait la Corvalve à l'époque, ce n'est pas exactement la même cage de nitinol, mais elle couvrait jusqu'à 84. Donc on est encore dans le range. Et à cette époque-là, on ne faisait pas des mesures en systole et diastole. C'est vrai que des fois, on voit qu'il y a une discordance entre les deux mesures. Je pense qu'on était effectivement à la limite, mais à cette époque-là, on n'avait pas la 34 évolute, on n'avait que la 31 Corvalve qu'on ne pouvait pas recapturer. Donc, c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à favoriser celles qui étaient recapturables. Donc, ici, avec l'aide d'un guide Advantage de Terumo, qui a l'avantage d'être hydrophilique au bout, mais rigide dans sa partie moyenne, ou dans son corps, et avec l'aide d'un diagnostic JR4-5 French, on passe assez facilement de nouveau à travers la fuite, et on déploie un vascular plug 2 de 8 mm. Alors ici, il est un peu haut initialement. De toute manière, son tronc commun, il est occlus, donc ça ne nous gêne pas, mais si le tronc commun n'était pas occlus, j'aurais eu peur un petit peu de gêner son tronc commun. Mais bon, on essaye quand même un push and pull, et puis on voit que d'un coup, en fait, le dispositif est beaucoup plus bas, et là, il est carrément dans la voie de chasse, moyennement convaincant. Donc, je ne sais pas si vous laissez le dispositif comme ça. Nous, en tout cas, on n'a pas osé. Et passer à un dispositif plus grand, alors il n'y avait pas de plug 2 en plus grand, donc j'ai pris un plug 4 en 10 mm, que j'ai un peu tassé à côté de la valve, avec au scanner une jolie image qui nous montre le plug dans la zone qu'on avait identifiée au préalable. Et à l'écho transthoracique 3 jours plus tard, alors ça tourne un peu lentement, mais la fuite était considérée comme nettement améliorée par rapport à avant. Mais c'est vrai que les images n'étaient jamais très très belles. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'évolution, il y a une amélioration clinique qui était claire, assez rapide chez ce patient. Par contre, c'est quand j'ai proposé de le présenter ici, et entre-temps, il s'est passé quelques mois, et j'ai découvert que fin janvier, malheureusement, 3 mois après la procédure, le patient avait fait une chute accidentelle, une chute qui n'était pas très claire, est-ce qu'elle était accidentelle ou est-ce qu'il avait fait un malaise avant. En tout cas, il avait perdu connaissance, il était venu aux urgences, il a été renvoyé à la maison. Et moi, je n'avais pas été contacté, mais j'ai toujours un petit doute, savoir, il avait un bloc de branche droit, on a mis du matériel en plus, est-ce qu'il a complété son bloc?
Je ne sais pas. Donc nous, on l'a compté pour notre registre national comme mort plutôt cardiovasculaire. Donc mes take-home message ici, c'est que les fuites paravalvulaires plus grandes ou égales à 1 grade 2 restent associées à une plus mauvaise évolution. Je pense que l'imagerie, ou l'évaluation par multiples imageries est bénéfique pour localiser l'endroit de la fuite. Comprendre le mécanisme de la fuite est essentiel pour trouver le traitement approprié. Effectivement, il y en a 4 cas de figure. On a le chunk de calcium, comme c'était le cas ici. On peut avoir la valve trop petite, ou on peut se retrouver avec la valve trop haute ou trop basse. Dans ces cas de figure où la valve est, par exemple, comme ici, une bonne vieille CoreValve 31 qui était bien trop basse, avec une très mauvaise hémodynamique, on avait mis une deuxième valve, valve-in-valve, pour améliorer l'hémodynamique. Donc pour ces cas de figure, valve-in-valve est une bonne solution. Si la valve est en bonne position, en général, on peut essayer de la post-dilater, ou alors, comme c'est le cas ici, plutôt envisager une fermeture de fuite percutanée. Et je dirais, pour ma conclusion finale, que c'est la fermeture de fuite paravalvulaire post-AVI, on sait que c'est faisable. Techniquement, c'est moins complexe qu'avec les valves chirurgicales. Ici, dans ce cas-là, je privilégie plutôt le plug 4 que le plug 2. Comme gain de livraison, j'avais utilisé un cathéter Schissless qui a l'avantage d'être hydrophilique et avec un dilatateur. Mais autrement, on peut aussi utiliser le cathéter Terumo Destination. Voilà, merci pour votre attention. Certainement quelques remarques, quelques réflexions là, sur cette présentation. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Au niveau j'ai eu quelques cas similaires que j'ai traités également comme ça. J'ai aussi eu des CIV post-TAVI avec cette deux valves. J'ai fermé aussi un patient qui avait les deux en même temps. On avait publié ça d'ailleurs. Donc je pense que c'est l'émergence d'une nouvelle indication qui va. Alors, les experts de TAVI sont un petit peu partagés, parce que quand je parle de ça avec mes confrères allemands, ils disent oui, bon, finalement, on a 2 ans de temps des fuites, mais c'est vraiment pas grave, donc après, c'est eux qui décident. Je veux aussi dire que finalement, ces patients qui décèdent quelques semaines après, parfois, je ne sais pas si c'était le cas pour ce patient, peut-être qu'il avait autre chose, mais nous, on a eu le cas avec Hélène d'une mamie qui avait une fuite paravalvulaire qui est très, très importante, qui est très invalidée. On l'a fermée avec un excellent résultat. Moralité, elle est devenue tellement active qu'elle s'est cassé le col du fémur 2 mois après et qu'elle est décédée de complications de décubitus. Donc, il faut des fois mettre un petit peu les patients en garde quand certaines choses peuvent bien marcher, puis surtout se rappeler que ces patients ont des grosses comorbidités. Dans le choix du dispositif pour fermer. C'est le type des plug 2, plug 4, c'est des prothèses qui marchent très bien parce que elles sont vraiment très, 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 très flexibles. Conformable. Une prothèse sans patch dedans, quoi. J'aurais pris. Je pense que ça a DO2 aussi parfois. Ça peut être intéressant. D'autres réflexions là sur cette situation clinique? Merci beaucoup. Riyad Bourkaïb, qui travaille ici